Alors, nous avons le plaisir d'accueillir... C'est bon? Donc, pour cette dernière intervention, nous avons le plaisir d'accueillir Anita You. Donc, Anita, qui est enseignante, qui a été PEMF, puis conseillère pédagogique à la DG2E et aujourd'hui à l'ESP de la Polynésie française, et qui donc a mené une recherche sur l'importance de l'éthique chez les enseignants. Voilà. Merci. Je te remercie, Florence. Alors, je remercie le comité organisateur de ce colloque de m'avoir invité, mais vous aussi de votre présence ici et de votre participation. Donc, l'objet de cette présentation, de cette communication, ça sera de vous présenter des travaux de recherche qui ont été effectués en 2015 et 2016 auprès de professeurs des écoles stagiaires PE2 sur le thème de la construction de l'éthique professionnelle des enseignants en formation initiale. Alors, durant cette présentation, je ferai dans un premier temps le rappel des questions qui ont guidé ma recherche, tout en essayant de clarifier des concepts clés. Par la suite, je reviendrai succinctement sur la méthodologie de recherche que j'ai employée et aussi les résultats de cette étude. Enfin, si le temps nous le permet, nous aurons un moment d'échange où éventuellement je vous parlerai des prolongements possibles à ce travail. Donc, enseigner, je pense que personne ne me contredira dans cette salle, c'est un métier d'exigence qui est de plus en plus complexe aujourd'hui. Donc, de simples transmetteurs de savoir, de simples pourvoyeurs de connaissances, l'enseignant devient aujourd'hui le spécialiste des apprentissages, capable de planifier, de concevoir des situations qui fassent sens pour les élèves, capable de prendre en compte les difficultés de chacun, en fonction des différences, qu'elles soient cognitives, sociales, familiales. Aujourd'hui, l'enseignant n'est plus seulement celui qui transmet les savoirs, mais c'est celui qui donne envie d'apprendre. Voilà. Alors, dans une société qui est parfois en manque de repères, il n'est pas rare que l'on se retourne vers l'école. Je pense que vous avez chacun certainement encore en tête les événements qu'il y a eu en 2015, la série d'attentats qu'il y a eu et qui ont beaucoup touché le pays parce qu'elles ont touché aux valeurs de la République. Donc l'opinion publique, justement, s'est retournée vers l'école pour lui demander comment est-ce qu'elle allait réagir, qu'est-ce qu'elle allait mettre en place dans ses enseignements. De la même manière, dernièrement, Polynésie Première, qui est une des chaînes de télévision locales, faisait état parler d'un reportage sur l'insécurité qu'il y avait dans la ville de Papeete. De plus en plus, à cause des jeunes qui investissaient en nombre le centre-ville, au moment où ils n'avaient pas classe, et notamment le mercredi après-midi. Donc, des personnes ont été interrogées en micro-trottoir par des journalistes et celles-ci proposaient, par exemple, que les élèves restent en classe toute la journée de façon à résoudre le problème. Donc, sans aller forcément obligatoirement dans ce sens, et tout en sachant bien sûr que l'école ne peut pas tout régler seule, force est de constater que l'on attend beaucoup des enseignants et que l'on exige d'eux qu'ils soient des professionnels de plus en plus compétents. Voilà. Donc l'enseignant se demande souvent « que dois-je faire ?» Donc à cette question qui paraît à la fois banale parce que quotidienne, cela pose souvent, avant, pendant et après les séances. Elle paraît banale, mais elle est à la fois décisive dans la pratique du professionnel. Donc à cette question, le référentiel de compétences du 25 juillet 2013 fait état de 14 compétences et met en avant notamment une compétence relative à notre sujet d'aujourd'hui, qui est la compétence 6, d'agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques. Donc, l'éthique est un concept qui est fondamental en éducation et il convient donc de lui accorder une attention qui est particulière. Donc, dans notre étude, ma préoccupation était de savoir, par rapport justement à la population de recherche que j'avais, où en sont les enseignants en formation initiale dans la construction de leur professionnalité et notamment au niveau de l'éthique professionnelle. Voilà. Est-ce que, par exemple, ils ont conscience des enjeux du métier et de l'importance de l'agir éthique en situation.
Donc, agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le dictionnaire Larousse en ligne, voilà, très simple, propose une définition de l'éthique qui est celle-ci. Donc, c'est l'ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un. Alors, cette définition semble assimiler la morale et l'éthique. On parle de principes moraux. Or, il convient, à mon sens, de préciser ces deux termes pour en mesurer les enjeux. Et donc, ça va être ma démarche. Alors, la morale, c'est ce qui est considéré comme bien et qui généralement vient de l'extérieur. Donc, elle est imposée à l'individu par la société qui lui dicte ce qui est bien et ce qui est mal. Elle peut se classifier en se présentant, par exemple, sous la forme de règles de conduite. Donc, elle peut aussi s'enseigner. On va dire que la morale est plus normative. Elle tend à répondre à la question « que faut-il faire ?» Donc, elle conduit souvent à agir par devoir. L'éthique, quant à elle, est une réflexion sur la pratique et sur les valeurs. Donc, l'éthique est davantage réflexive et elle vise la question, non pas « que faut-il faire ?» mais « pourquoi dois-je le faire ?» Pour Ricoeur, l'éthique est la recherche d'une vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes. Donc là, il parle de recherche. Il y a donc cette idée d'une visée, d'un télos, c'est-à-dire qui repose sur la notion de finalité. Donc, j'ai fait le choix de questionner l'éthique en passant par les représentations des stagiaires qui peuvent constituer pour eux des objectifs à atteindre. Alors, Denis Régnier, dans sa présentation d'hier, par exemple, à partir de deux exemples sur l'enfance et la personne, je ne sais pas si vous avez pu y assister, et dans la perspective anthropologique, nous rappelait que selon la vision que l'on se faisait, par exemple de l'enfant ou de la personne, on n'agissait pas de la même manière. Et donc je suis partie sur le même postulat, que selon la vision que l'on avait de l'enfant qu'on voulait former, l'élève qu'on voulait former, de l'enseignant qu'on voulait être et aussi de l'école qu'on voulait avoir, justement, on n'allait pas agir de la même façon et on n'allait donc pas avoir la même éthique. Pour préciser notre objet de recherche, les questions suivantes ont donc orienté mon travail. Donc, dans l'agir des enseignants en formation initiale, ce sont des sous-questions. Quelle est leur visée téléologique? Les finalités. Quelles sont les représentations? Je suis donc passée par des étudiants sur l'élève idéal. Qu'est-ce que pour toi représente l'élève idéal, l'enseignant idéal, mais aussi l'école idéale? Ensuite, comment les étudiants futurs enseignants définissent-ils le concept d'éthique? Enfin, dans leur pratique, comment se manifeste l'agir éthique des étudiants en formation initiale? Alors, dans ces travaux, André Pachot revient sur justement revient sur l'agir éthique des enseignants dont nous parle le référentiel de compétences. Et il souligne l'importance de la formulation choisie. Donc, on parle bien d'agir éthique de l'enseignant et non pas simplement de l'éthique enseignante. En référence à l'opposition aristotélicienne entre poiesis et praxis, c'est-à-dire entre le faire et l'agir. Donc, dans le faire, en poiesis, l'agent possède des savoir-faire, une certaine technique qui doit lui permettre d'arriver à un but précis, objectivable, évaluable. Dans la praxis, dans l'agir, on est plus dans l'agir, on est dans le lieu du doute, de l'interrogation et de l'incertitude. Donc, dans l'éthique, on cherche quelque chose qui est bon en évitant ce qui serait mauvais pour une ou plusieurs personnes en fonction des situations. Le philosophe Comte Sponville nous disait que la morale commande tandis que l'éthique recommande.
L'éthique ne fait qu'imposer la liberté. Alors, pour revenir à Pachot, l'agir de l'enseignant se réfère et relie à une éthique orientée, une éthique située, ainsi qu'une éthique référée. Je vais en parler rapidement. Donc d'abord, une éthique orientée. Cela concerne, on le retrouve dans les textes de l'éducation nationale, le socle commun de connaissances, de culture et de compétences, les programmes officiels, toutes les préconisations ministérielles. Donc l'agir éthique est orienté pour et par des missions qui sont celles-ci que je vous ai remises: instruire, éduquer, enseigner, émanciper, former. On le retrouve dans les préconisations institutionnelles. Instruire, du latin instruere, qui veut dire construire, munir, outiller. Donc l'instruction se situe du côté des savoirs, puisque l'homme instruit possède de nombreuses connaissances. Ne pas être instruit, c'est être ignorant. Donc l'instruction définit souvent le cœur des missions de l'école, sur lesquelles certains proposent de plus en plus de se recentrer. Je pense par exemple là aux circulaires qui ont été édités par les circulaires de recommandation du ministre Jean-Michel Blanquer sur la lecture, la grammaire, donc les dictées quotidiennes, le calcul, la résolution de problèmes. Voilà. Donc apprendre à lire, à écrire, à compter. Voilà. Éduquer, Monsieur Morin, représentant de la ministre, l'a rappelé aussi hier dans une de ses interventions matinales. Deux étymologies pour éduquer. Educare, qui veut dire nourrir, élever, mais aussi educere, conduire hors, faire sortir de l'enfance. Donc éduquer, c'est amener un futur dans l'immédiat, c'est permettre un pas encore dans un déjà là. C'est rendre libre. Je pense par là à l'avènement du sujet dont parlait Mérieux. Donc c'est rendre libre, c'est permettre d'accéder à l'autonomie, littéralement, autonomos, c'est obéir à sa propre loi. D'accord ? Donc enseigner ensuite, enseigner qui vient du latin insignare, qui veut dire désigner, faire connaître ou montrer. L'enseignant va désigner les savoirs qui sont prévus dans les programmes, et en tant que professionnel, il va aussi montrer le chemin, c'est-à-dire les méthodes, méthodos, pour y arriver. Enfin, donc là on est dans l'émancipation, former, du latin formare, qui veut dire donner l'être, donner la forme. Donc, en effet, par exemple, former un musicien dépasse le simple apprentissage technique, le simple maniement des instruments. La musique doit habiter le formé, doit le définir en tant que sujet. Donc tout cela, toutes ces missions, supposent d'activer une éthique d'un professionnel qui soit doté d'un haut niveau de savoir. Qui soit capable d'outiller les élèves pour leur permettre d'accéder aux savoirs élémentaires, nécessaires et actuels. L'enseignant-éducateur, lui, va s'adresser à un sujet qui se construit en homme libre, autonome et responsable. L'enseignant-formateur va se préoccuper de l'accès à tous à l'éducation. Il vise le développement de la personne dans toutes ses dimensions. Ensuite, l'éthique située, donc orientée par un programme, des textes. L'éthique située, elle concerne justement peut-être ce qu'on appelait aussi le contexte, qui est celui de la société moderne. Donc, en effet, l'enseignant évolue aujourd'hui dans une société qui est qualifiée par les sociologues d'hypermoderne. C'est le sociologue Bauman, par exemple, qui parlait de société liquide, qui est caractérisée aujourd'hui par l'instantanéité, l'immédiateté, l'urgence, et là je cite Florence Robin, l'individualisme, la compétition ou le consumérisme, donc ancienne directrice générale de la DGESCO. Donc avec ces nombreux changements sociétaux, notamment l'accès à l'information, par le biais des nouvelles technologies, on se rend compte que là l'enjeu c'est
on a l'idée que l'école n'est plus le seul lieu de dispense des savoirs. Donc il s'agit de bâtir une école qui ne va plus être simplement orientée vers des savoirs, mais aussi vers des valeurs. Voilà. Je pense, j'ai en tête un enseignant pendant une formation du second degré en histoire-géographie qui faisait part de ses inquiétudes par rapport au métier et qui disait moi, je ne peux pas lutter contre Internet, je ne sais pas comment faire. Alors il avait bâti toute sa légitimité sur le fait que plus il allait en savoir, plus ses élèves allaient penser que c'était un bon enseignant. Voilà. Or, aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, l'enseignant, ce n'est plus seulement celui qui va transmettre des connaissances, hein, comme c'était le cas dans l'ancien modèle de Jules Ferry. Ensuite, une éthique référée, on en revient donc à notre sujet, référé, donc l'agir de l'enseignant en référence à la morale, la déontologie et l'éthique. Donc la morale, on l'a vu, appelée aussi déontique, c'est l'ensemble des obligations, et là on se situe dans le « on doit »,« il faut ». La déontologie va énoncer les recommandations, les habitudes, les bonnes conduites et les bonnes pratiques. L'éthique, quant à elle, est une construction qui est permanente. Elle va questionner, elle va inviter au choix. Donc c'est essayer de se voir sans phare et de se dire « j'ai fait cela, est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que réellement c'est ce que je voulais faire ?» Donc l'éthique va imposer de faire des choix et va engager la responsabilité. Avec l'éthique, on questionne, on réfléchit, on raisonne, on décide au cas par cas en se demandant ce qui est bon pour l'élève, pour l'école, pour la société, mais aussi pour moi-même. Voilà. Donc ces trois dimensions, la morale, la déontologie, l'éthique, ne sont pas forcément à mettre en opposition. Ce sont des dimensions qui sont constitutives de l'agir éthique, de l'agir de l'enseignant et qui sont toujours en relation. Donc quand on s'interroge, quand on est dans la posture réflexive, on peut se référer justement à ces concepts. Voilà. Donc ce qui a été un peu difficile dans mes travaux, c'est que l'éthique ne se voit pas au premier abord. Voilà. Il y a même des personnes, l'éthique elle est auto-construite et elle ne se transmet pas en disant dans telle situation il va falloir que tu fasses cela, dans telle autre tu vas agir d'une autre manière, puisqu'à la base c'est formé sur le raisonnement et sur la sensibilité. Il y a même des personnes qui ne sont pas forcément conscientes des valeurs qui les guident. Donc, par exemple, dans l'accompagnement, dans un travail d'accompagnement, pour un tuteur, dire à son stagiaire « tu dois, il faut », constamment, ne lui permet pas d'entrer dans une démarche réflexive. Alors, en formation initiale, les enseignants, les professeurs des écoles sont au début de la construction de leur professionnalité. Cela nécessite du temps, même si certaines personnes qui ont leur avis sur le système éducatif pensent qu'il s'agit simplement d'ouvrir un ou deux manuels et de donner des exercices aux élèves. Cela demande du temps et c'est bien souvent confronté à la réalité du terrain qui est complexe, que les acteurs, là où les acteurs et les enjeux sont nombreux, que les enseignants sont amenés à mobiliser leurs compétences éthiques dans l'analyse des situations, mais aussi dans la recherche de solutions. Donc, j'ai effectué ma recherche auprès d'enseignants PE2, comme je vous le disais, à l'ESPE. Ces étudiants étaient interrogés au début du second semestre de leur dernière année, juste avant d'être titularisés en tant qu'enseignants du premier degré, en école maternelle ou en école élémentaire. Les données proposées dans ce mémoire proviennent d'une étude qualitative avec l'analyse d'entretiens semi-dirigés que j'ai menés d'une durée moyenne de 45 minutes à un peu plus d'1 heure. La population ciblée a été sélectionnée dans la promotion des PE2, je le disais, de façon non probabiliste et constituée uniquement de volontaires. Tous les entretiens ont été menés avec le même protocole, à partir d'une grille d'entretien semi-directif, avec des questions, celles que je vous ai citées aussi auparavant. Quel est pour vous l'élève idéal, l'enseignant idéal, l'école idéale? Donc, dans les échanges, j'ai aussi choisi une approche par résolution de problèmes éthiques, en présentant une étude de cas et un dilemme moral
aux enquêtés. Donc, ces situations visent la prise de décision éclairée et responsable. Ensuite, tous les entretiens ont été retranscrits. Et à partir de ces retranscriptions, donc selon la méthodologie de Laurence Bardin, j'ai commencé par des lectures flottantes. Puis, la réduction des données s'est faite par regroupement thématique, comme l'ont décrit Payet et Mucchielli. Alors, le discours des étudiants ont révélé certaines tendances. Les étudiants ont beaucoup parlé d'une manière d'être pour décrire l'éthique qui s'actualise dans les comportements, dans les paroles, dans les gestes. Donc, ils se sont référés à la fois à la sphère intime et personnelle qu'au niveau qu'au côté professionnel. Ensuite, en tant que modèle, ils ont aussi parlé de l'enseignant qui doit incarner des valeurs qui doivent se traduire en actes dans le respect de ses engagements et de celles des autres. Pour tous les enquêtés, ont parlé de la dimension humaine et relationnelle, le rapport à l'autre qui se révèle dans la manière d'interagir avec les élèves, mais aussi avec les parents, les collègues ou la direction. Les extraits étudiés révèlent ces tendances, vous le voyez là, une manière d'être, une façon d'agir, une réflexion, un engagement, une responsabilité. Donc une manière d'être, vous avez quelques extraits avec les initiales des personnes qui ont été interrogées. Donc une manière d'être, par exemple, savoir se maîtriser, se contenir, éviter les débordements. Une façon d'agir, avoir une bonne conduite, une attitude professionnelle en fonction du statut, une réflexion, donc faire son travail, réfléchir aux situations les plus appropriées, un engagement, respecter les devoirs du fonctionnaire d'État, travail, devoir de réserve, ponctualité, choisir et respecter ses valeurs. Et là, l'enseignant stagiaire souligne qu'elles sont propres à chacun. Une responsabilité, vous l'avez là en exemple. En effet, les valeurs, qu'est-ce que c'est qu'une valeur? C'est ce qui est important pour soi. Et toutes les personnes ne partagent pas forcément les mêmes valeurs. Et si c'est le cas, ne les hiérarchisent pas forcément de la même manière. La valeur travail ou famille n'est pas forcément inscrite dans le même degré d'importance pour une personne et pour une autre. En tout cas, ce qu'il faut retenir simplement, c'est que c'est ce qui est important pour soi. Et qui sont souvent les moteurs de notre action. Alors, Boisvert et Boisclair ont travaillé, et les travaux de Boisvert et Boisclair ont été repris par Belzile et Deschenaux dans une schématisation des catégories de définition de l'éthique que l'on voit là, dans l'axe hétérorégulation, autorégulation. Alors cet axe, elle définit tout simplement le degré d'autonomie que peut avoir un individu dans ses actions. L'hétérorégulation, elle indique que les facteurs de décision sont extérieurs au sujet, par exemple la loi. Tandis que l'autorégulation, c'est la capacité à se réguler soi-même. C'est la capacité à agir en fonction de ses propres choix. Donc, dans notre étude, j'ai retrouvé effectivement les 4 catégories de définition de l'éthique que propose ce cadre théorique. Par exemple, nous pouvons retrouver les PE2 identifient l'éthique comme un guide leur permettant de mieux agir, ce qui fait apparaître la définition comportementaliste, qui est plus du côté hétérorégulation. Ensuite, l'éthique renvoie aussi à l'idée de se conformer aux règles et aux normes de l'organisation dans la définition normative. Il s'agit là, par exemple, c'est en lien avec le statut d'enseignant, le statut de fonctionnaire d'État. De même, les futurs enseignants ont relevé l'importance des valeurs comme cadre de référence qui amène là à la définition axiologique, du côté plutôt autorégulation. Enfin, l'éthique est liée aussi à la prise de décision, à la réflexion. Et donc là, on est plus dans la définition réflexive, donc, comme je viens de le dire. Ce que l'on constate,
sur l'ensemble des personnes qui ont été enquêtées, c'est que les enseignants en formation initiale se retrouvent plus du côté des définitions comportementalistes et normatives, c'est-à-dire du côté de l'axe de l'hétérorégulation. On en voit quelques exemples là, alors qu'au niveau autorégulation, on en a un petit peu moins. Cela est confirmé dans les exemples qui sont identifiés ne relevant pas de l'éthique et qui confirment la tendance. C'est-à-dire que dans le protocole d'enquête et de questionnement, j'ai aussi demandé qu'est-ce que pour vous n'est pas l'éthique? Qu'est-ce que c'est qu'une situation qui ne relève pas de l'éthique? Et donc, on a par exemple des choses comme, on a dans la définition comportementaliste et normative beaucoup plus d'indications comme ne pas dormir en classe, voilà, cautionner ou justifier la violence. Et du côté axiologique et réflexif, on catégorise moins de réponses. Donc, dans la totalité des entretiens, les mises en situation ont tout de même suscité un questionnement éthique chez les enquêtés ou a fait émerger des valeurs. Ces valeurs se déclinent par la suite en principes d'action qui constituent des guides pour l'agir de l'enseignant. Donc là, vous voyez un exemple d'enquêté où vous voyez apparaître justement les étapes de l'entretien avec ce que j'ai appelé la visée téléologique, l'élève idéal, etc. La première étude de cas, puis on a abordé la question de la définition de l'éthique. En un mot, dites-moi ce que c'est que l'éthique, qu'est-ce que l'éthique n'est pas pour vous, est-ce que vous avez déjà rencontré des situations qui questionnaient votre éthique, ce type de questions. Et ensuite, une seconde étude de cas. À chaque fois, des valeurs ont été citées et des principes d'action. Donc, je constate dans l'ensemble que tous les enseignants stagiaires se sont engagés dans la démarche réflexive à partir des situations. De par leur complexité, elles ont fait émerger des valeurs et durant les mises en situation, les PE2 ont essayé d'évaluer les possibilités d'action, d'anticiper sur les conséquences qu'il pouvait y avoir sur les élèves, sur les enseignants, sur les adultes, que ce soit les parents, que ce soit les collègues, la direction, la communauté éducative en général. Alors, 100% des étudiants soulignent l'importance du dialogue dans les échanges et déclarent avoir besoin de leurs pairs, de personnes autres, comme par exemple des psychologues, des médecins scolaires, l'inspection, leurs pairs tout simplement, pour se conforter dans leurs décisions ou pour demander de l'aide pour résoudre les situations et parfois même pour faire le moins mal possible. Dans certains entretiens, les PE2 se sont sentis tellement en difficulté, tellement déstabilisés que parfois j'ai eu des moments de blanc. J'ai même eu une personne qui s'est... les personnes en tout cas se sont beaucoup interrogées, sont beaucoup remises en question et ne sont pas forcément parties avec des solutions dans cet entretien, mais sont parties en questionnement réflexif en tout cas. Alors, suite à ces travaux, a été renforcé le dispositif d'analyse de pratique professionnelle qui est intéressant puisqu'elle permet justement, pour répondre à ce besoin d'échange que l'on a constaté dans les entretiens, permet de travailler l'identité professionnelle, la professionnalisation, la posture réflexive, la prise de décision, l'analyse de manière groupale dans l'échange. Alors, pour conclure, la visée téléologique des enseignants stagiaires ainsi que l'analyse des situations a permis de mettre à jour un certain nombre de valeurs, je l'ai dit auparavant, et c'est en les conscientisant que chacun peut se situer et construire sa propre éthique qui est toujours soutenue par un souci constant du bien et du mieux faire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? C'était tellement clair. Aucune question ? Bon, très bien. Merci beaucoup pour cet exposé. Est-ce
Est-ce qu'on pourrait à un moment donné lancer une recherche, là c'est peut-être un appel pour une collaboration ultérieure, sur la construction de l'éthique professionnelle des formateurs en formation initiale et en formation continue. Voilà. Tu veux des cobayes? Tu veux répondre ou... Je te remercie Samantha pour cette question puisque ça faisait partie justement des prolongements à ce travail que je menais, parce que c'est vrai que je me suis interrogée au terme de cette première recherche en me disant que c'est vrai que j'avais interrogé les enseignants stagiaires, mais en face on avait aussi des formateurs, et est-ce qu'on avait justement la même conception de ce que pouvaient être les sujets que j'ai abordés, mais aussi quelle était l'identification des besoins de chacun et donc du rôle de chacun. Je trouve que c'était exactement vers ce prolongement que je pensais aussi aller. Voilà. Question ? C'est peut-être pas une question, mais juste pour partager quelque chose. Je me suis interrogée aussi sur l'éthique pour les enseignants qui sont affectés à la sortie, les PE2, qui sont affectés au Tombouctou Gambier, et ils ont souvent eu comme discours d'agir en fonctionnaire responsable avec éthique. Et je me suis aperçue que le mot éthique, il y avait un glissement. C'était pas que de l'éthique professionnelle, c'était de l'éthique aussi en termes de savoir-vivre. C'est-à-dire qu'on leur demandait pas que d'être des professionnels, mais dans une petite île, d'être bien sur tout autre rapport. Peut-être que cette volonté de bien se comporter ne se voit pas dans un environnement où on n'est pas dans une hyper-insularité. Oui, je partage tout à fait cet avis pour l'avoir observé moi-même en mission dans les îles. C'est vrai qu'en situation d'insularité, c'est encore plus important d'avoir cette attitude aussi bien dans la sphère professionnelle qu'à l'extérieur de l'école, puisque c'est visible, c'est assez directement visible. Un des étudiants qui avait été interrogé, je ne sais plus dans quelle diapositive, justement en fait part, être exemplaire, être un modèle devant les élèves, mais aussi à l'extérieur. Voilà. Et donc, c'est que le message est passé, en tout cas, à son niveau. C'est vrai que je partage exactement la même idée, surtout dans nos îles. Thierry, oui ? Alors, l'échantillon de recherche, c'était une étude qui était plutôt qualitative. Donc, j'ai travaillé sur 7 enseignants stagiaires. Et donc, le brassage toute l'analyse a été faite sur les retranscriptions étaient assez longues. Donc ça aussi, ça peut être une piste d'ouverture. Hier, Rodika Elenkai parlait des styles épistémiques parentaux en partant de questionnaires qui permettaient de savoir dans quel style en particulier on pouvait se trouver. Je me suis posé la question si on ne pouvait pas étendre ce travail sur l'éthique professionnelle de façon plus quantitative, justement, à plus de personnes. Une question, est-ce qu'il y aura une suite, en tous les cas, dans ta recherche concernant les enseignants qui ont enseigné longtemps, on va dire des T30 déjà qui sont en poste, effectivement, pour voir justement l'écart qu'il y a avec les élèves qu'ils avaient auparavant et maintenant. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une suite à cette recherche ? Alors c'est vrai que ça peut être une fuite intéressante pour ceux qui veulent se lancer dans la recherche, et je vous encourage, pourquoi pas. C'est vrai que l'agir éthique, on a parlé de l'agir éthique situé donc dans une société qui évolue
vraiment très rapidement. Donc ce serait intéressant de voir comment justement l'agir de l'enseignant va s'adapter à ces changements, à ces nouveaux publics. D'autres questions? Merci beaucoup pour ton intervention. Et bon appétit à tous.